All rise, we will obey. The International Criminal Court is now in session. Now join the court panel international at 08. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Mahamat Saïd Abdelkani s'est ouvert le lundi 26 septembre 2022 devant la Chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale. Au cours des 2 premiers jours d'audience, la Chambre composée de la juge-présidente Miata Maria Samba, de la juge Socorro Flores Liera et le juge Sergio Gerardo Ugalde Godínez a entendu les déclarations liminaires des parties et participantes à l'affaire. M. Saïd, en tant qu'ancien commandant présumé de la Séléka, est ici accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui auraient été commis à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, en 2013. Présent en salle d'audience, il a été représenté par son conseil principal de la défense Jennifer Naouri et le conseil associé le professeur Dov Jacobs. Pour l'accusation, le procureur de la Cour Karim Khan Casey, le procureur adjoint Mam Mandai Nyang et le premier substitut du procureur Rollo Makwaya étaient présents. L'avocate Sarah Pelé et son équipe ont également participé pour représenter les victimes impliquées dans cette affaire. L'ouverture du procès a débuté par la lecture des charges retenues à l'encontre de M. Saïd, à la suite desquelles la Chambre s'est adressée directement à l'accusé. Pourrions-nous entendre M. Saïd? M. Saïd, veuillez vous lever, je vous prie. Bikirim. Bonjour, Madame la Présidente. Est-ce que vous comprenez la nature des charges qui vous concernent aujourd'hui, qui ont été lues? J'ai tout écouté ça, mais je plaide non coupable. Vous plaidez non coupable à toutes les charges, ou à certaines charges, ou à aucune charge? Je plaide non coupable sur toutes les situations, sur toutes les accusations. Le procureur de la Cour a été le premier à prendre la parole pour présenter sa thèse, selon laquelle M. Saïd serait coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de toutes les charges portées à son encontre. Le procureur a raconté qu'entre le 24 mars 2013 jusqu'au 10 janvier 2014, les Séléka ont contrôlé et dirigé Bangui, a-t-il dit, par diktat et par la peur. Contexte dans lequel se sont inscrites les actions de M. Saïd en tant que responsable de l'OCRB, l'Office central de répression du banditisme, avec au moins 35 à 60 hommes de la Séléka sous son commandement. À l'appui de photos et de vidéos de vues aériennes de l'OCRB, le procureur a signalé plusieurs cellules où auraient été détenus des civils et un bureau qui aurait été celui de M. Saïd, où juste en dessous de celui-ci, au sous-sol, auraient été également détenus des individus. Voilà, c'est le trou. Il y aura 9 témoins qui, au cours de ce procès, témoigneront et décriront à quoi ressemblait le temps passé dans cet endroit où l'air était moisi, où il n'y avait pas de ventilation, énormément de détenus qui étaient là ensemble. Ils devaient s'asseoir dans des excréments. Le seau qui leur était donné avait débordé. Il y avait des rats. Et ce trou qui était un endroit loin de toute légalité, ce n'était pas le seul endroit où ces malheureux étaient détenus. Il y avait d'autres cellules, il y en avait 6 au-dessus du sol. Les voici vues de l'extérieur, mais les conditions y étaient les mêmes. À cause de la chaleur, ils étaient émaciés
Ils avaient soif, ils étaient obligés de boire leur propre urine pour apaiser leur soif, alors qu'ils étaient privés de tout. Le procureur adjoint et le premier substitut du procureur se sont relégués pour présenter plusieurs éléments de preuve selon lesquels M. Saïd aurait participé à la commission de crime. L'accusation a présenté une liste de noms selon laquelle M. Saïd n'aurait pas agi seul, tout en décrivant le rôle et la responsabilité précise que M. Saïd aurait eu, particulièrement vis-à-vis des détenus de l'OCRB. Madame la Présidente, non seulement nous considérons qu'il avait le pouvoir d'arrêter et de détenir, mais lorsqu'il le souhaitait, il pouvait donner des ordres de libération de certains détenus. La prochaine diapositive, Madame la Présidente, montre une autre ordonnance de mise en liberté sur ces instructions. Comme les deux ordonnances précédentes, vous verrez que ces ordonnances de libération ont toutes été émises en 2013, à l'époque où M. Saïd était responsable de l'OCRB, à l'époque où M. Saïd détenait des civils, détenait des prisonniers exclusivement masculins à l'OCRB. Invitée à prendre la parole au nom des 20 victimes confirmées à ce jour à participer à l'affaire, la représentante légale des victimes a parlé d'un lien de causalité entre les crimes subis et l'accusé Saïd, même si, pour certaines des victimes, il ne leur a pas été possible de donner le nom de leur tortionnaire. Alors j'en conviens, certaines victimes n'ont pas nommément désigné M. Saïd comme leur bourreau. Certaines d'entre elles ne sont pas capables de nommer leur tortionnaire. Beaucoup de victimes n'ont pas été en mesure d'identifier leur bourreau autre que par leur appartenance à la Seleka, dans le cadre de leur demande de participation. Mais, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, que les choses soient claires, il s'agit d'individus désorientés, arrêtés sans en comprendre les raisons, frappés, jetés dans des cellules dont les conditions défient l'imagination, maltraités, mal nourris, parfois torturés. Les victimes ne pensaient qu'à survivre, elles ne pensaient pas à identifier leur tortionnaire. À leur tour, les conseils de la défense ont pris la parole au deuxième jour des audiences. Pour eux, le procès qui s'ouvre à l'encontre de leur client repose sur une thèse de l'accusation qualifiée, selon eux, de biaisée, présentant une preuve faible. Parce que l'accusation a construit son dossier sur un narratif biaisé, parcellaire, éloigné de la réalité de ce qu'il s'est passé en RCA à l'époque. Parce que l'accusation présente une preuve incomplète, une preuve non corroborée, une preuve truffée de oui-dire, une preuve non authentifiée, manquant de fiabilité, et une preuve émanant d'une enquête défaillante. En un mot, une preuve faible. Se donnant respectivement la parole, les conseils de la défense ont illustré leurs propos sur la base du mémoire présenté par l'accusation pour l'ouverture du procès. Il convient de constater que malgré le large volume d'éléments de preuve divulgués par l'accusation n'a pas obtenu tous les éléments utiles des protagonistes importants de la crise, qui étaient présents au moment des faits et qui devraient disposer d'informations cruciales pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé en République centrafricaine en 2012 et 2013. Ainsi, malgré 8 ans d'enquête, l'accusation ne va présenter à la Chambre que très peu d'éléments provenant des autorités centrafricaines. Et ce, malgré le fait que l'accusation allègue l'existence d'une politique d'un État sur une période de plus d'1 an, entre 2012 et 2013. L'on constatera que pas un seul document n'apporte la preuve de l'existence de la politique d'État qu'allègue l'accusation.
Une fois les déclarations liminaires de toutes les parties et participantes à l'affaire terminées, le début de la présentation des éléments de la preuve par l'accusation a été annoncé au 29 septembre 2022 avec l'audition d'un premier témoin. L'accusation a informé cité 43 témoins à comparaître à la Cour pénale internationale.